Émilie, bonsoir. Bonsoir mon père, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of du JT. Une nouvelle semaine vient de s'écouler. Une semaine marquée par plusieurs temps forts, plusieurs décisions de la part du gouvernement princier, notamment comme le port du masque obligatoire à l'extérieur dans certains lieux de la principauté. Des mesures ont également été prises pour soutenir l'emploi à Monaco. Solidarité et mobilisation également pour le Liban et cette mise au point de la Croix-Rouge monégasque après la diffusion d'un magazine sur France 3. Cette semaine, nous avons aussi parlé de la situation à New York et du sport avec la réussite du meeting Hercules. Sans plus attendre, voici le best-of du JT. On l'avait recommandé, fortement recommandé dans les espaces extérieurs. Et aujourd'hui, avec la venue un peu plus importante de touristes, une densité de personnes qui se retrouvent dans certains espaces publics plus conséquente, donc avec une plus grande difficulté pour les uns et les autres de respecter ces distances sanitaires, il nous est apparu important de rendre effectivement le masque obligatoire sur certains espaces publics de la principauté. La phase de verbalisation, si vous voulez, c'est pas ce que l'on recherche, parce que je dirais que si le masque n'est pas porté, pour nous c'est un petit peu un échec. Donc c'est pas forcément parce qu'on va pénaliser la personne qu'on sera tellement plus content. Ce qu'il faut, c'est que la personne soit informée, qu'elle ait compris et qu'elle porte le masque. On sait que le virus circule, on sait qu'il faut être prudent, mais en même temps, il ne faut pas paniquer le monde parce qu'il y a davantage de cas, parce que on teste beaucoup plus de monde qu'on avait, et puis on s'aperçoit que sur les cas positifs, il y en a pratiquement 50% qui sont asymptomatiques. Donc, le nombre de cas qui augmente et le fait qu'on teste beaucoup plus de monde, parce que sur le plan des hospitalisations, les hospitalisations continuent de diminuer et le nombre de lits en réanimation continue de diminuer également. Donc, par contre, il faut absolument rester totalement attentif parce que la rentrée va revenir, les gens vont revenir au travail, les enfants vont retourner à l'école, il va de nouveau y avoir beaucoup de monde dans les transports. Le télétravail, il va y en avoir encore, mais quand même de moins en moins. Donc, il va falloir que les gens, là, du coup, respectent strictement les mesures barrières avec le port du masque, avec la distanciation et avec le lavage des mains. Si vous avez un masque, vous avez un masque, moi j'ai un masque, on est à 1,50 m, on court aucun risque. Mais si nous n'avons pas de masque, docteur, ni vous ni moi. Si on n'a pas de masque à l'extérieur, en respectant la distanciation à 1,50 m, on est quand même relativement tranquille. Oui. Sauf si vraiment, mais franchement, c'est à l'intérieur, dans des cas confinés, qu'il y a la contamination. Alors j'ai vu qu'il y avait des manifestations anti-masques. Alors ceux-là, vraiment, il faudrait qu'ils soient candidats à la greffe de cerveau, qu'on les mette en priorité sur la liste. Vous, en tant que New-Yorkais aujourd'hui, vous arrivez à sortir normalement? Est-ce qu'il faut être masqué partout ou simplement dans les endroits à forte densité? Disons que dans les grandes lignes, la plupart des endroits, vous devez porter un masque aujourd'hui. Maintenant, les gens le respectent ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais donc, en ce qui me concerne, je ne vois pas trop de raison de ne pas porter de masque. On a eu quelques mois assez intenses avec énormément de manifestations pour Black Lives Matter et contre les violences policières. Cependant, à part quelques manifestations au début qui étaient un petit peu compliquées, où des agents externes sont venus pour faire de la casse et piller quelques magasins, en grande majorité, les manifestations étaient bien, étaient pacifiques, et la quantité de gens qui y participaient était du jamais vu. Donc c'était assez... en soi, je pense que New York, parmi les grosses villes américaines, s'en est pas trop mal tiré au niveau manifestation Black Lives Matter. J'évoquais avec vous l'élection qui va arriver, évidemment, l'élection présidentielle qui va arriver cet automne, qui va focaliser toute l'attention, même si Donald Trump voulait les repousser à un certain moment. Il reste quand même quelques mois. Beaucoup de choses peuvent arriver en quelques mois, comme je pense que vous avez pu le voir. La présidence américaine a été assez dramatique récemment et je pense que malheureusement ces élections ne vont pas être exception. Donc nous verrons bien. Je pense que ça va être intéressant, ça va être assez intense et à mon avis, oui, je pense que ça sera digne d'une série télé. On a répondu à 2 appels. Un appel de la fédération de 20 millions d'euros, on a donné 50 000 euros, et un appel de la Croix-Rouge libanaise de 19 millions de dollars, et on y a répondu aussi avec 50 000 dollars. Donc
Juste pour nous, c'était l'expression de notre solidarité, très clairement, avec les moyens de la Croix-Rouge monégasque, mais je vais rapidement voir avec le comité exécutif si on peut augmenter, je dirais, les sommes qui ont été mises en jeu. Mais à terme, je regarde juste la Croix-Rouge libanaise. Les infrastructures de la Croix-Rouge ont été détruites, les véhicules ont été perdus, donc je pense qu'on va essayer de faire un projet en bilatéral. Après, j'ai vu aussi que les ONG monégasques se mobilisent, les Amis du Liban avec l'AMAD. On verra, mais je pense qu'on va les aider aussi financièrement pour faire quelque chose au Liban. Cette image de la Croix-Rouge monégasque solidaire, mobilisée, a toutefois été entachée dans un reportage diffusé sur France 3 dernièrement, consacré à l'affaire Bouvier-Ribolovlev. On y laisse penser que la Croix-Rouge pourrait servir de paravent pour des échanges. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Alors, on y a répondu déjà en prenant un avocat qui défend les intérêts de la Croix-Rouge monégasque, qui a demandé des rectifications, des droits de réponse, et on attaquera toute personne qui mettrait en doute la probité, je dirais, de la Croix-Rouge monégasque, très clairement. Le reportage laisse à penser qu'il y aurait, je dirais, du cash qui sortirait de la Croix-Rouge monégasque et qui ne serait pas justifié. Alors, déjà, il faut rétablir la vérité sur les mouvements de cash. On parle de 125 000 € de cash qui circulent dans la Croix-Rouge monégasque par an sur un budget de 8 millions. Donc on parle de 1,5% des dépenses. Et après, il faut regarder à quoi ce cash est affecté. Il est affecté aux aides sociales. Vous savez qu'on a un service social en ce moment qui est particulièrement sollicité. Et quand les gens viennent au service social, des fois, ils n'ont plus de compte en banque, ils sont interdits bancaires. Donc je veux bien continuer à faire des virements bancaires, mais si ça ne sert à rien, il vaut mieux donner du cash. On a aussi des sorties en espèces pour les secouristes, enfin en tout cas pour tous les bénévoles qui sont sur les postes de secours, parce qu'on ne les nourrit pas. Donc on leur donne des tickets repas de 25 € pour 4 heures de présence. Et on a aussi crèche-garderie où quand on a besoin d'aller acheter des couches ou quand on a besoin d'aller acheter des choses, les filles de la crèche ont du cash. Donc on parle de quelque chose de minime, mais la vraie question sur le cash, c'est est-ce que le cash est justifié ? Et on a un justificatif pour le moindre euro de dépense, pour le moindre timbre qui sort de la Croix-Rouge. On a un commissaire aux comptes, on a un vérificateur des finances. Donc on ne se laissera pas juste salir par des rumeurs qui n'ont pas lieu d'être. Est-ce que c'était une évidence pour le gouvernement princier de prolonger le CTTR ? Alors une évidence, je ne sais pas, mais en tous les cas, la question s'est posée. Et le conseiller de gouvernement, M. Didier Gamère-Dinger, a fait une consultation fin juin pour des partenaires sociaux, des services administratifs qui gèrent le CTTR, pour voir les différents indicateurs, combien, qui, pour identifier si c'était toujours quelque chose qui était nécessaire. Et donc, le conseiller de gouvernement et le gouvernement ont considéré que c'était vraiment un dispositif utile, qui avait joué son rôle et qui avait sauvegardé de l'emploi. Donc, il a été décidé de le prolonger en septembre et en octobre. Le mois de juin, on a eu un peu plus de 1000 demandes, donc 1000 entreprises. Ça a concerné 9 800 salariés pour un total de 13 millions d'euros. Et on est en dégressivité depuis le mois d'avril. Parce qu'en fait, bon, mois de mars, on était confinés, mais c'était moitié de mois. Alors qu'avril, c'était tout un mois et on avait plus de 22 000 salariés. On est passé en mai à 14 000 et en juin à un peu moins de 10 000. Donc on voit qu'il y a une dégressivité, mais que c'est toujours nécessaire, qu'il y a toujours un besoin. Pendant la période de la crise sanitaire, le télétravail assoupli a été mis en place. Les employeurs ont pu utiliser le télétravail de façon élargie, 5 jours par semaine, et sans avoir beaucoup de démarches à faire. Là, le gouvernement a annoncé qu'à la fin du mois de septembre, ce dispositif allégé, assoupli, prenait fin. Et les entreprises doivent appliquer le dispositif légal, parce qu'on a une loi sur le télétravail. Et puis Monaco reste fidèle à sa réputation, Monaco terre de sport. Mais ça, c'était un peu, je dirais, ce qui nous a animés dès le départ et on y a été, bien entendu, encouragés. Et on a fait ça en plein accord avec notre président, qui est également le prince souverain, qui était de dire on a supprimé toute une série de grands événements sportifs à Monaco pour cause de pandémie. Il faut quand même qu'on rappelle, je dirais, notre affinité pour le sport et donc essayons d'organiser Air
Herculis. C'est à partir du moment, c'était au printemps, au début du printemps, dès que la pandémie s'est déclarée avec les contraintes qu'elle a imposées, c'est un peu ce qui nous a animés. Merci Bernard Fautrier, merci à tous nos invités de la semaine d'avoir été avec nous pour parler de l'actualité à Monaco et ailleurs. Lundi, vous retrouverez Christophe Pacaud. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Monaco Info.